Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Tu écoutes l'épisode 94. Il s'appelle « La pire erreur pour te débarrasser d'une mauvaise habitude ». Il n'y a rien de plus agaçant que de se voir agir à l'inverse de ce qu'on voudrait. On voulait juste manger quelques chips et on se retrouve à chercher les dernières miettes au fond du paquet. On voulait aller courir le dimanche matin et on passe la matinée noyé dans la navigation sur Internet. On avait pris la résolution de se coucher plus tôt et on se retrouve à 1h du mat, affalé dans le canapé, épuisé, un œil ouvert et l'autre fermé, à enchaîner les épisodes de la série. On sait pourtant pertinemment que tout ça, ça ne nous fait pas du bien. On le sait et pourtant, on le fait quand même. C'est comme si, à ce moment-là, quelqu'un prenait le contrôle de notre corps. Et après ça, qu'est-ce qu'il se passe ? On se sent super mal. Pourquoi ? Parce qu'on a alors un juge féroce à l'intérieur de nous qui nous accable. Et on se sent envahi par la culpabilité ou la honte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les habitudes qui ne nous rendent pas service, elles se mettent en place notamment quand on est stressé. D'après la Société américaine de psychologie, les stratégies les plus utilisées pour gérer le stress, c'est manger, boire, faire du shopping, regarder la télé, naviguer sur le net et jouer aux jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que quand tu es stressé, il y a une part de toi très puissante qui cherche le moyen le plus rapide de te sentir mieux. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, il y a 2 parts en nous. Ces 2 parts de nous, elles correspondent à des zones différentes de notre cerveau et elles ont différentes fonctions. Il y a ton néocortex, c'est la partie de ton cerveau la plus récente, la plus élaborée. Cette partie-là, elle est capable d'analyser, de réfléchir, d'être créatif, d'imaginer. Elle est capable de nuances, de pensées complexes. Elle a de grandes aspirations pour ta vie. Elle sait voir les choses à long terme. Et il y a une part de toi beaucoup plus ancienne. Cette part de toi, elle est très robuste et puissante. Elle s'exprime vite et très fort. Elle est chargée de garantir ta survie et ton confort émotionnel immédiat. Elle voit les choses à très court terme et elle est binaire. Elle agit plutôt à partir de la peur. Elle redoute les difficultés et les efforts. Et elle cherche essentiellement 2 choses. Aller vers le plaisir immédiat et s'éloigner de la douleur. Cette partie-là, je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Moi, je l'appelle pétocheur. Donner un nom aux différentes parties de toi, c'est très puissant parce que ça te permet de mieux te les représenter. Ça te permet de les voir à l'œuvre tout en prenant du recul. Ça te permet aussi de dialoguer avec elles et de les faire se parler entre elles. Donc, quand tu es stressé, la part de toi qui s'active, c'est pétocheur. Tu es tendu, tu ne te sens pas bien, il y a urgence. Pétocheur cherche comment te faire te sentir mieux rapidement. Et pour ça, il se tourne tout naturellement vers les plus gros déclencheurs de dopamine. Manger, boire, faire du shopping, regarder la télé, naviguer sur le net et jouer aux jeux vidéo. Tu te sens stressé ? Paf, tu te déconnectes de ton stress en surfant sur les réseaux sociaux, tu reçois ton petit shoot de dopamine, ça te soulage provisoirement et c'est cette promesse de soulagement qui ensuite te fera répéter ce comportement jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Vouloir se sentir mieux, c'est un mécanisme de survie sain. Un mécanisme aussi ancré dans la nature humaine que l'instinct de fuir un danger. Mais pour se sentir mieux, pétocheur n'adopte pas forcément la meilleure stratégie. Parfois, il se tourne vers des solutions qui se retournent contre nous. Parce que ça n'est pas parce qu'il y a un bref instant de soulagement que nous nous sentons effectivement bien après. L'étude sur le stress de la Société américaine de psychologie, l'APA, a révélé que ces stratégies, qui sont les plus utilisées,
sont également jugés tout à fait inefficaces par les personnes qui les utilisent. Par exemple, seulement 16% de ceux qui mangent pour réduire leur stress disent que ça les aide effectivement. En fait, le véritable changement d'humeur, c'est une augmentation du sentiment de culpabilité. On est loin du résultat souhaité qui est de se sentir mieux. Quand tu ressens une émotion désagréable, ça peut être le stress, mais ça peut être aussi l'anxiété, la tristesse, le doute de soi, la culpabilité, la honte. Pétocheur cherche un soulagement immédiat. Il cherche un shoot de dopamine. À cause de ce shoot de dopamine, Pétocheur est attiré encore et encore par des solutions qui ne marchent pas, mais qu'il continue à prendre pour la porte du bonheur. La promesse de soulagement peut provoquer toutes sortes de comportements illogiques. Par exemple, des études ont montré que les personnes qui ont des difficultés financières dépensent pour soulager leur stress et leur anxiété. Ça paraît complètement illogique. Elles aggravent leur situation financière, ce qui va bien sûr les faire se sentir encore plus mal. Mais on peut parfaitement le comprendre quand on sait que Pétocheur veut juste se sentir mieux maintenant, et que pour ça, il va sauter sur les solutions qu'il connaît déjà. Et ça renforce encore la boucle de l'habitude. C'est ce qui fait que les alcooliques boivent pour se soulager de la honte et de la culpabilité de boire, que les boulimiques se tournent vers la nourriture pour se soulager de la honte de leur poids. C'est pour ça que les gens qui ont pris l'habitude de procrastiner se soulagent du stress provoqué par leur procrastination en repoussant ce qu'ils ont à faire. La procrastination aussi, c'est une habitude. Tu te culpabilises parce que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. Pétocheur te dit « Oh, ne t'inquiète pas, détends-toi pour le moment, tu le feras demain. » Pouf, le soulagement est immédiat et ça ancre l'habitude de procrastiner. C'est pour ça que la pire erreur, si tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est d'être hyper dur avec toi-même. Te houspiller parce que tu ne te comportes pas comme tu le voudrais, c'est une très mauvaise stratégie. Ce qui t'aide réellement à te libérer de tes mauvaises habitudes, c'est de te pardonner. Quand je dis ça à mes clients, en général, ils ont du mal à y croire. Ils me disent des choses du style « Si je me pardonne, c'est sûr, je vais recommencer. » Mon problème, ça n'est pas que je suis trop dur avec moi-même, c'est que je suis trop cool avec moi-même. Beaucoup de gens pensent que se pardonner, c'est se trouver des excuses pour craquer encore plus. Ils pensent que c'est grâce aux juges féroces qu'ils ont dans la tête qu'ils ne se laissent pas complètement aller à la paresse et à leur faiblesse. Ils ont peur, s'ils se traitent avec trop de douceur, c'est-à-dire s'ils ne se condamnent pas pour leurs échecs et leurs défaillances, ils n'arrivent jamais à rien. Chaque fois qu'ils cèdent à la tentation, ils ont un discours interne extrêmement persécuteur. Ils pensent que cette défaillance est le signe qu'ils doivent être encore plus sévères avec eux-mêmes. Ils se disent des choses qu'ils ne diraient jamais à un ami qui agirait comme eux. Ils prennent cette défaillance comme la preuve qu'ils sont nuls, qu'ils n'y arriveront jamais. Ils se livrent à un véritable exercice de haine envers eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'il se passe alors ? Ils se sentent hyper mal. Ils ressentent de la culpabilité, de la honte, ils alimentent une image d'eux-mêmes hyper négative. Si tu penses que le secret pour se débarrasser des mauvaises habitudes, c'est d'être hyper dur avec toi-même, tu n'es pas le seul. Mais tu te trompes. Toutes les études sur le sujet montrent que l'autocritique est systématiquement associée à une baisse de la motivation et du self-control. On pourrait croire que la culpabilité aide à corriger ses erreurs, à ne pas reproduire un comportement qu'on réprouve. En réalité, le fait d'éprouver cette émotion pénible nous pousse à céder à la tentation pour nous soulager. C'est exactement ce qu'il se passe aussi avec l'effet foutu pour foutu. L'effet foutu pour foutu, qu'est-ce que c'est ? Les premiers qui l'ont décrit sont des chercheurs spécialisés dans les régimes alimentaires. L'effet foutu pour foutu, c'est ce cycle qui consiste à céder à la tentation, puis regretter et penser que c'est foutu,
puis craquer encore plus. Ces chercheurs ont remarqué que beaucoup de personnes au régime sont tellement contrariées d'avoir fait une entorse à leur régime, une part de pizza ou un morceau de gâteau, qu'elles ont l'impression que tout leur régime est fichu. Elles perdent espoir, et au lieu de minimiser l'impact négatif, en ne reprenant pas une deuxième part, elles se disent « Tant pis, de toute façon, c'est foutu pour mon régime. Alors, foutu pour foutu, autant que je mange tout, autant que j'en profite à fond. » Quand on est intransigeant vis-à-vis de soi-même, voilà ce qui se passe. Craquer nous fait nous sentir mal vis-à-vis de nous-mêmes, ce qui donne envie à pétocheur de faire quelque chose qui nous fasse nous sentir mieux. Et quelle est la stratégie la plus facile et la plus rapide pour nous sentir mieux ? Précisément la chose qui nous fait nous sentir mal. C'est comme ça qu'on mange le paquet de gâteaux complet alors qu'on ne pensait en prendre qu'un ou deux. C'est comme ça qu'on joue de plus en plus au casino parce qu'on a perdu 50 €. Une étude a été menée par des chercheurs spécialisés dans l'addiction à l'Université de New York. Les sujets devaient faire le suivi de leur consommation d'alcool et chaque matin, ils devaient aussi dire comment ils se sentaient par rapport à ce qu'ils avaient bu la veille. Les chercheurs voulaient voir ce qu'il se passait quand les buveurs consommaient plus d'alcool que ce qu'ils avaient eu l'intention de boire au départ. Beaucoup de ceux qui avaient trop bu se sentaient coupables et honteux le lendemain. Et ce qui est étonnant, c'est que plus ils se sentaient mal d'avoir bu, plus ils se sentaient coupables, plus ils buvaient la nuit suivante et celle d'après. La culpabilité les ramenait à la bouteille. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ça n'est pas le fait de céder à la tentation la première fois qui provoque l'escalade. Ce sont les sentiments de honte, de culpabilité et de perte d'espoir qui suivent la première défaillance. Une fois qu'on est pris dans l'engrenage du cycle, c'est comme s'il n'y avait pas d'issue et qu'on ne pouvait que continuer encore et encore. Et on se critique de plus en plus, et pour apaiser cette culpabilité, on se tourne de plus en plus vers ce qui génère cette culpabilité. Mais alors, qu'est-ce qui permet de ne pas entrer dans ce cycle infernal ? Et qu'est-ce qui permet d'en sortir ? C'est de faire preuve de douceur vis-à-vis de soi-même. Être gentil avec soi-même. Faire preuve de compassion vis-à-vis de soi. S'encourager dans les moments de stress ou d'échec. Se pardonner. C'est le pardon, c'est la douceur, l'autocompassion et non la culpabilité, le levier pour te détacher des habitudes qui te font du tort et adopter les habitudes qui te font du bien. Toutes les études le montrent. C'est tellement contre-intuitif que beaucoup de gens ont du mal à le croire. Du coup, je vais encore te citer une étude pour te convaincre. L'étude a été faite à l'Université d'Ottawa au Canada. Les chercheurs ont suivi la procrastination des étudiants au cours d'un semestre. Beaucoup d'étudiants ont mis du temps à se mettre au travail pour se préparer au premier examen. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont été les plus durs avec eux-mêmes pour avoir repoussé leur travail pour ce premier examen ont aussi repoussé la préparation aux examens suivants, alors que ceux qui s'étaient pardonnés n'ont plus procrastiné aux examens suivants. Plus les étudiants se sont montrés durs avec eux-mêmes la première fois, plus ils ont tardé à se mettre au travail pour les examens suivants. C'est le pardon et non la culpabilité qui a permis aux étudiants de prendre leurs responsabilités. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que l'énergie va là où tu mets ton attention. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si à l'intérieur de toi, tu fais toute une histoire parce que tu as procrastiné une fois, si tu t'accables, si tu te culpabilises démesurément, tu mets de l'énergie dans cette boucle de la procrastination. Tu ne fais que la renforcer. Tu vas contribuer à l'ancrer. Tu renforces ton identité de procrastinateur. Quand tu te pardonnes, il y a quelque chose qui se libère. Les chercheurs ont découvert que quand une personne considère son échec avec compassion, elle accepte plus facilement sa responsabilité personnelle dans son échec que quand elle s'autocritique.
Elle est aussi beaucoup plus ouverte à recevoir les remarques et les conseils des autres à ce sujet. Et enfin, elle est beaucoup plus capable de tirer des enseignements de son expérience. Pourquoi ? Eh bien, parce que le pardon ôte la honte et la culpabilité. On n'a plus besoin d'échapper à ces émotions désagréables en utilisant tout un tas de stratégies qui ne nous rendent pas service. Des stratégies comme rejeter la responsabilité sur les autres, chercher un soulagement immédiat en reproduisant le comportement toxique, plonger dans les faits foutu pour foutu, abandonner ses projets pour ne plus être confronté à ses échecs. Cette part de toi aimante et douce, je t'en ai déjà parlé, moi je l'appelle âme acteur. Quand tu accueilles ta honte et ta culpabilité avec autocompassion, quand âme acteur accueille avec amour les comportements de pétocheur, quels qu'ils soient, il n'y a rien à fuir. C'est beaucoup plus facile d'être honnête et lucide avec soi-même. Parce qu'il y a alors une troisième part de toi qui peut jouer son rôle. Cette part de toi, moi, je l'appelle le scientifique. C'est la part de toi qui réfléchit, celle qui analyse, qui sait élaborer des stratégies, planifier. Elle prend du recul et considère les faits. Quand un acteur pardonne un pétocheur, ça libère de l'énergie pour que le scientifique joue son rôle. Le scientifique va pouvoir analyser les données avec détachement. Il peut réfléchir rationnellement aux causes de l'échec et aux solutions à mettre en place pour que ça ne se reproduise plus. Donc, si tu veux reprendre la main sur tes habitudes, sois doux avec toi-même. Être doux avec toi-même, te considérer avec amour, c'est ce qui permettra de prendre le bon virage. Mais attention, être doux avec toi-même, ça ne veut pas dire faire preuve de complaisance vis-à-vis de toi-même. La complaisance, c'est aussi une stratégie de pétocheur pour obtenir un soulagement immédiat. Tu as mangé la plaque de chocolat ? Oh, mais tu l'as bien mérité, tu as eu une journée difficile. Pouf, tu te soulages en apparence de ta culpabilité. Je dis en apparence parce qu'il y a un soulagement superficiel, mais une part de toi n'est pas vraiment satisfaite de ça. C'est important de faire la différence entre ces deux niveaux, le soulagement superficiel et le bien-être profond. Le bien-être profond naît de la satisfaction de se voir agir selon ses aspirations. Si la complaisance est ta réponse habituelle à tes mauvaises habitudes, dans 2 ans, tu seras toujours au même endroit. Tu n'auras pas avancé. La complaisance, ça n'est pas une réponse qui te rend service à long terme. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans la complaisance ? Pour ne pas tomber dans la complaisance, il s'agit d'associer à la douceur la responsabilité, l'honnêteté et le cadre. En fait, ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi, ça n'est pas d'un juge féroce qui te persécute. Ça n'est pas non plus quelqu'un qui te ment ou qui te surprotège. Ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi, c'est plutôt d'un bon parent. Un bon parent, qu'est-ce que c'est ? Un bon parent, il est aimant et il est aussi structurant. Les 2 versants sont importants. Il est compréhensif et il est cadrant. Il croit en toi, il veut le meilleur pour toi. Pour ça, il t'encourage et il peut aussi te confronter avec bienveillance et honnêteté. Il te fait prendre conscience des choses qui ne te rendent pas service. Il t'empêche de te réfugier derrière de fausses excuses pour t'aider à aller vers ce que tu désires. Il t'aide à prendre tes responsabilités. Reprenons l'exemple. Tu manges ta plaque de chocolat. Sur le moment, c'est agréable. Mais après, tu culpabilises. Le sentiment de culpabilité, en fait, il vient te signaler qu'une partie de toi réprouve. Tu sais que ce genre de comportement n'est pas bon pour toi à long terme. Qu'est-ce que tu vas faire de ce sentiment de culpabilité désagréable ? Est-ce que tu vas laisser le juge intérieur te persécuter ? Est-ce que tu vas le laisser te traiter de tous les noms, pour au final te sentir tellement mal que tu auras encore plus envie de manger pour te soulager ? Ou alors,
Est-ce que tu vas céder à la complaisance pour te soulager temporairement sans chercher à régler le problème? Est-ce que tu vas te dire que tu l'as bien mérité, que c'est trop difficile de résister? Ou, troisième voie, est-ce que tu vas être un bon parent pour toi? Ok, tu as mangé la plaque. C'est pas ce que tu veux. Mais est-ce que c'est une raison pour te condamner? Non, tu es humain. Comme tout être humain, tu es parfaitement imparfait. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas chercher des solutions. Si tu veux vraiment le meilleur pour toi, profondément, tu n'en restes pas là. Tu te donnes les moyens de changer. Tu peux poser la question aux scientifiques. Pourquoi est-ce que tu as mangé cette plaque de chocolat? À quel besoin as-tu répondu à ce moment-là? N'oublie pas que tout comportement a une fonction utile pour toi. C'est très important de savoir ça. Tout comportement a une fonction utile pour toi. Quand un de nos comportements ne nous convient pas, c'est intéressant de se poser la question. Quel est le besoin sous-jacent que je nourris avec ce comportement? Comment est-ce que je peux le nourrir d'une façon qui me satisfait plus? Peut-être que je mange une plaque de chocolat quand je m'ennuie, ou quand je suis fatiguée, ou stressée. Comment est-ce que je peux répondre différemment à mon besoin de distraction, de repos ou de détente? Donc, en résumé de cet épisode, la pire erreur, si tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est d'être hyper intransigeant vis-à-vis de toi-même. Quand tu es plein de honte et de culpabilité, tu te sens tellement mal que pétocheur cherche vite un shoot de dopamine pour te faire te sentir mieux. Et ce qu'il connaît le mieux, c'est précisément le comportement dont tu veux te libérer. Et donc, tu ne fais que renforcer la boucle de l'habitude. La meilleure stratégie, c'est d'être doux avec toi-même, de te pardonner. Quand tu te pardonnes, tu libères de l'énergie. Tu permets aux scientifiques d'intervenir et de trouver d'autres solutions. Mais faire preuve de douceur vis-à-vis de toi, ça n'est pas faire preuve de complaisance. La complaisance, c'est aussi une stratégie de pétocheur pour te procurer un soulagement immédiat. Mais ça ne te fait pas du bien à long terme. Ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi pour reprendre la main sur tes habitudes, c'est d'un bon parent. Un parent interne, aimant et structurant, qui te considère avec bienveillance, honnêteté et responsabilité. Et tu as aussi besoin du scientifique. Le scientifique, c'est cette part de toi qui prend du recul, qui analyse, qui définit des stratégies. Le scientifique, pour t'aider efficacement, il a besoin d'être bien informé. S'il n'a pas les connaissances suffisantes, il ne sait pas comment t'aider. Pour changer d'habitude, la plupart des gens continuent à s'appuyer sur de mauvaises stratégies. Ce qu'ils croient et ce qu'ils appliquent sabotent leurs chances de succès. S'ils n'arrivent pas à rompre avec leurs vieilles habitudes et en créer de nouvelles, ça n'est pas parce qu'ils font preuve de mauvaise volonté, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la bonne méthode pour le faire. Ce qui marche, ça n'est pas forcément ce qui semble le plus évident. C'est parfois contre-intuitif. C'est pour cette raison que je suis en train de finaliser une formation sur ce sujet. Cette formation, je l'ai appelée « Ton destin dans tes habitudes ». Les chercheurs en psychologie et en neurosciences ont fait de grandes découvertes ces dernières années. On sait désormais précisément comment se crée une habitude, ce qui la renforce, ce qui permet d'en changer. Dans cette formation, je t'explique ces mécanismes du comportement humain et je te transmets toutes les astuces pour les utiliser intelligemment. Je te transmets une méthode pour déconstruire tes mauvaises habitudes et installer des comportements qui te font du bien. Étape par étape, tu vas créer ton propre système, un système qui te correspond à toi. Ce système d'habitude, il te permettra d'avancer chaque jour vers les changements auxquels tu aspires. Tu peux t'inscrire dès maintenant à la formation. Tu retrouveras le lien dans les notes de l'épisode. Tant que je ne l'ai pas finalisée, elle est à un tarif de lancement exceptionnel. Quand elle sera achevée,
le prix augmentera. Je te laisse sur cette citation d'Aristote. Nous sommes ce que nous faisons tous les jours. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Je te souhaite une belle journée. À bientôt!